Le 27 novembre 2008, la Cour européenne des droits de l'homme a prononcé l'arrêt Salduz. Il y a violation du droit à un procès équitable en raison du fait qu'une personne ultérieurement condamnée n'avait pas pu se faire assister d'un avocat durant sa garde à vue et lors de ses auditions par la police et le juge d'instruction. A priori, cette jurisprudence paraît claire. Pourquoi identifier en cette matière un besoin de légiférer? Mais on parle de l'arrêt Salduz qu'il convient d'appliquer dans notre droit, mais je voudrais préciser d'entrée de jeu que c'est peut-être le premier arrêt qui inaugure cette jurisprudence, mais qu'il s'en est suivi devant la Cour européenne des droits de l'homme quelques, je crois, 94 ou 95 arrêts qui vont tous dans le même sens, peut-être même avec un certain durcissement des obligations qui pèsent sur les systèmes judiciaires. Et donc, c'est une jurisprudence constante à laquelle nous devons répondre. Alors, comment le problème se pose-t-il? De façon assez simple, c'est que en fonction de cette jurisprudence, notre système judiciaire, nos règles de droit, nos règles de procédure pénale ne prévoient pas cette assistance de l'avocat au moment que vous venez de définir. Donc nous sommes dans une situation de contrariété, de contradiction par rapport à cette jurisprudence. Alors qu'est-ce qui se passe pour le moment? C'est que nous sommes dans une situation tout à fait chaotique, j'ai envie de dire intermédiaire de vide juridique. Ce n'est pas un vrai vide juridique puisque nous avons notre système judiciaire qui est X, mais il faudrait qu'il soit Y. Et alors, c'est la débrouille, c'est le chaos sur le terrain, parce que d'une juridiction à l'autre, d'un parquet à l'autre, d'un barreau à l'autre, on a son interprétation de l'arrêt Salduz et suivant. On organise des permanences, mais avec des méthodes différentes d'arrondissement judiciaire à arrondissement judiciaire. Et donc on ne peut pas rester dans cette incertitude juridique, d'autant qu'un certain nombre de tribunaux correctionnels disent que les poursuites qui se sont engagées et le processus judiciaire qui s'en est suivi n'aboutit pas à un procès équitable, et vous avez des acquittements à l'appel, des relax, des nullités, c'est suivant, parce que les sanctions varient peut-être d'une juridiction à l'autre, d'un certain nombre de personnes qui voudraient peut-être mieux avoir sous les verrous d'une manière ou d'une autre, donc ce qui lèse aussi les victimes. Donc on est dans une situation infernale de chaos judiciaire qu'il faut régler, et régler de façon uniforme à l'échelon de notre territoire pour rencontrer ces exigences de la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà la nécessité devant laquelle nous sommes poussés dans le dos, j'ai envie de dire à la baïonnette par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un bien, c'est un mal, c'est en tout cas une réalité à laquelle nous, modestes législateurs, modestes parlementaires, nous sommes confrontés, parce que je vous rappelle que dans notre pays, comme rien n'est jamais simple, nous sommes en affaires courantes. Et nous n'avons pas une véritable majorité qui pourrait prendre les choses en main. Donc c'est le Parlement qui s'est emparé de la question, mais le Parlement qui n'a pas non plus toutes les clés, et notamment les clés budgétaires. Il s'agit donc d'une proposition de loi et non d'un projet de loi. Pouvez-vous nous décrire en quelques points les éléments importants de la proposition de loi que la Commission de la justice du Sénat, que vous présidez, analyse en ce moment, et qui vise à intégrer en droit belge les enseignements de ces arrêts Salduz et suivants? Alors là, c'est la question d'examen, parce que c'est une proposition qui est effectivement assez technique. Alors, si je dois essayer de dégager des lignes de force, la première, c'est qu'il y a, je vais résumer ça par la letter of right, c'est-à-dire que toute personne, généralement quelconque, interrogée pour quelque raison que ce soit, même comme témoin, a le droit de connaître ses droits, même le droit de se taire, le droit de ne pas s'accuser elle-même. Alors la proposition prévoit plusieurs phases, c'est-à-dire qu'une personne qui serait simple témoin et qui passerait du statut de témoin au statut de suspect, verdacht en irlandais, c'est-à-dire qu'on pourrait lui imputer certaines infractions, doit voir aussi renforcer ses droits. Et donc, le cas échéant, de pouvoir, non pas à ce stade-là,
avoir l'assistance de l'avocat, mais éventuellement un contact, une consultation possible. Bon. Et puis, il y a, j'ai envie de dire, le troisième stade, la personne qui se trouve privée de liberté, donc mise à disposition, en garde à vue, et qui là doit avoir l'assistance d'un avocat pendant les auditions. Alors tout le débat est déjà assez intense à ce stade-là, parce que les avocats voudraient déjà pouvoir plaider, je résume à ce moment-là, voudraient que cette assistance ne soit pas une assistance dite géranium, pot de fleurs ou passive, mais les policiers, ils n'ont pas envie de voir les avocats, à aucun moment. Donc on est témoin, suspect, mis à disposition. Et donc la question, c'est de savoir, et ça c'est le choix politique qui a été fait par le ministre de la Justice, qui est quand même là à la manœuvre également, et pour cause, parce qu'il va falloir libérer les budgets, savoir si à ce moment-là on a un interrogatoire avec un enregistrement ou la présence d'un avocat. Bon. Et le choix a été fait d'avoir la présence d'un avocat, présence même passive, avec possibilité de renonciation à la présence d'un avocat, parce que on n'est pas mûr, en tout cas on n'est pas opérationnel techniquement, financièrement pour avoir le système d'enregistrement. Alors les policiers, déjà à ce stade-là, ils ne sont pas super heureux parce qu'ils se disent pas d'avocat, on n'a pas envie, mais ils avaient le choix, je veux dire, entre la peste, enregistrement, et le choléra, avocat, et ils veulent aucun des deux. Et les avocats, ils ne sont pas super heureux, vous voyez, je suis très honnête intellectuellement en vous disant, parce qu'ils voudraient déjà que leur assistance soit proactive et pas seulement passive. Bon, donc déjà débat très intense. Et puis, il y a le débat qui se noue devant le juge d'instruction. Et là, la présence de l'avocat est requise quand il va falloir débattre du mandat d'arrêt. Donc le débat contradictoire va se nouer, mais pas encore le procès, avec vraiment l'échange de conclusions, etc. C'est pour discuter de l'opportunité ou non de délivrer un mandat d'arrêt. Se pose en question transversale l'allongement de ce fameux délai de garde à vue de 24 heures. Vous alliez certainement me poser la question, c'est l'article 12 de la Constitution. Vous connaissez notre période d'affaires courantes. Réformer la Constitution pour le moment sous le point de l'article 12, ça paraît assez illusoire et politiquement et juridiquement et techniquement. Alors c'est un peu Damien van der Merch qui nous a soufflé la solution pendant les auditions, c'est d'avoir dans le délai de 24 heures, si c'est nécessaire, en fonction des circonstances de l'espèce, donc pas dans tous les cas, par décision motivée, donc pas une décision pro forma comme ça à l'emporte-pièce, une prolongation d'un délai de 24 heures. D'après les sénateurs constitutionnalistes de la Commission de la Justice, M. Delperré pour ne pas le citer, ça tient la route eu égard à la Constitution. Donc voilà en résumé les lignes de force de la proposition pour le moment, parce qu'elle va encore être amendée. Amendée sur quel point? Et ça c'est aussi un autre élément, c'est de savoir quelles infractions rentrent dans le champ d'application. Les policiers nous ont dit, par pitié, ne faites pas entrer des infractions qui, d'une manière ou d'une autre, seraient de la compétence, je donne un exemple, du tribunal de police. On n'en sortira jamais. Donc il faut aussi être raisonnable. Et donc, ce que nous cherchons, entre le point de vue des uns et le point de vue des autres, c'est de faire la balance entre des intérêts parfois corporatistes qui s'expriment et peut-être in medio virtus. Et nous cherchons à avoir un système qui sera d'une manière ou d'une autre quand même praticable sur le terrain, en sachant que cette proposition, elle va sortir, je l'espère, de la Commission de la Justice, elle va aller en séance plénière au Sénat, puis elle ira à la Chambre, où elle risque encore d'être amendée, de nous revenir au Sénat, et puis je vous dis tout de suite, il va falloir s'adapter. Cette proposition, elle n'est pas là pour faire plaisir aux uns aux autres, ça va nécessiter un changement de mentalité de la culture judiciaire. Les auxiliaires de justice dans toutes les chaînes, que ce soit les policiers, que ce soit les parquets, que ce soit les juges d'instruction et les avocats, bien sûr, métier qui met très cher, tout le monde va devoir un peu s'adapter, mettre de l'eau dans son vin. Donc tout le monde n'aura pas tout, parce qu'il y a une question de praticabilité du système. Les policiers poussent déjà des cris d'orfraie, on n'y arrivera pas, etc. Et les avocats disent c'est pas assez.
les uns faisant le procès aux autres, de vouloir se créer un nouveau marché. Donc j'essaie de résumer la situation telle qu'elle est et à nous de nous débrouiller avec ça au milieu. Voilà en gros résumé, en vous disant que ce que je vous dis au jour d'aujourd'hui n'est pas le texte tel qu'il sortira, formaté, tout cuit et tel qu'il s'appliquera. Il pourra encore changer. Je vous remercie. J'aimerais bien encore revenir sur 2 points particuliers. Le premier, c'est le rôle effectif de l'avocat. Peut-on autoriser l'avocat à avoir un accès au dossier répressif dès ce stade? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas dès le début parce que je pense qu'il faut un équilibre et je vous dis, ce n'est certainement pas par mépris ou défiance de la profession d'avocat, et vous m'avez fait l'amabilité de rappeler que je la professe encore. Je pense qu'on doit quand même laisser la collecte de la preuve et des éléments qui sont mis en présence. La difficulté de l'exercice qui nous est demandé, c'est qu'on doit greffer en quelque sorte une jurisprudence qui nous vient de la Cour européenne des droits de l'homme dans un système qui est le nôtre, qui n'est pas modifié. Et donc nous avons ces 2 phases entre la phase inquisitoire et puis plus tard dans le débat contradictoire, la phase accusatoire. Alors, c'est une espèce de façon de recréer une meilleure égalité des armes, mais je crois qu'il y a quand même, pour la nécessité de l'enquête, la nécessité de collecte des preuves, et de laisser quand même, à la police, la capacité de faire son travail, d'une manière ou d'une autre. J'ajoute que la sanction que nous avons prévue dans la proposition, parce qu'il faut, à tout droit, il faut une sanction quand il n'est pas respecté, n'est pas la nullité des poursuites. Ça, c'est une difficulté qu'on a dans la pratique aussi pour le moment, parce que certains disent nullité, d'autres disent ces déclarations ne peuvent pas être retenues de manière pertinente. Les avocats voudraient la nullité, bombe atomique sur les poursuites. Nous disons que quand on n'a pas respecté ces formalités, ces droits de la défense, eh bien, les auditions, les propos qui auront été tenus par la personne, puis à témoin, suspect, puis privé de liberté, et puis à un moment donné inculpé, eh bien, ne pourront pas être retenus dans une mesure déterminante contre la personne. Ce n'est pas en soi seul un moyen de preuve contre la personne. C'est plutôt vers cela que nous orientons. Donc, voilà un peu globalement l'économie du système, tel que c'est pour le moment. Ça peut encore évidemment changer.